Originaire de l'île aux Coudres, d'une famille de navigateurs, il a surtout navigué sur le long fleuve de la finance. Un homme d'affaires, un homme d'action, engagé dans des causes qui lui tiennent à cœur, il ne fuit pas les responsabilités. Avec lui, vous avez l'assurance que vos affaires sont entre bonnes mains. Aujourd'hui, à TVCO, Julien Dufour se souvient. Bonjour, Monsieur Dufour. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à notre émission Je me souviens. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Donc, comme vous savez, hein, on vous connaît un peu pour ce que vous avez fait en affaires, mais on va essayer d'en apprendre plus sur vous aujourd'hui. D'habitude, comme d'habitude, on va commencer par une espèce de rafale, voir tout de suite là, vos qualités puis vos gros défauts. Premièrement, je suis curieuse, est-ce que vous êtes un bon cuisinier? Pas du tout. Non. Pas du tout. Un Moi, musicien? non plus. Non. Un homme rangé? Oui. Discipliné, rangé, ça c'est important pour moi, effectivement. Est-ce que vous aimez recevoir? Oui, Oui. ça c'est sûr. C'est mes gènes de l'île aux Coudres qui ressortent. Est-ce que vous êtes un bon conteur? Moyen. Est-ce que vous êtes un danseur? Mauvais danseur. Mauvais danseur pourtant, hein, tu vois, à l'île aux Coudres, à peu près tout le monde sait giguer, c'est dans nos gènes, c'est de naissance, mais de mon côté, un peu moins. Puis, côté plume, vous êtes un poète? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas cohérent du tout avec moi, ça c'est clair. C'est clair. Un rêveur? Un peu. Un peu. Un peu. Un romantique? À mes heures. À mes heures. Un homme de famille? Oui, ça, effectivement, très important pour moi. De tradition? Oui. Oui. Féministe? Un peu. Un peu. Écologiste? Moyen. On va arrêter sur ce vilain défaut. Oui, c'est ça. Ça viendra. Et on va s'en aller vers vous, savoir d'où vous venez. Donc, vous venez de Charlevoix. Tout à fait. De quel Je suis né à l'île aux Coudres, alors grandi à l'île aux Coudres, l'aîné d'une famille de 3 garçons. Mon père, évidemment, un Dufour, ma mère, une Desgagnés. OK. Alors, grandi dans un environnement extraordinaire, entouré de mononcles, de ma tante, de cousins, de cousines. Du côté de mon père, famille quand même beaucoup de marins, 9 personnes, 6 gars, 3 filles. Du côté de mon père qui était le voisin de chez nous. Du côté de ma mère, une Desgagnés. Alors, Ouais, une grosse famille famille Desgagnés, 6 gars, 6 filles. Ouais. Alors, écoutez, je peux vous dire que ça brassait. Dans le temps des fêtes, là, ça faisait des beaux parties, c'était génial. Et la résidence familiale chez nous, à l'île aux Coudres, en plein centre du village, à peu près à 100 mètres de la patinoire et de l'école, ce qui est devenu l'hôtel de ville aujourd'hui. Mon Dieu, 500 mètres à peu près du côté des Desgagnés, c'était l'hôtel Saint-Bernard. Alors, pour vous faire un petit historique, ce qu'on connaît sous le nom de la Fascine aujourd'hui, qui a été récupéré par Geneviève et Frédéric qui font un travail incroyable avec la Fascine. Moi, de mon côté, c'était l'auberge. C'était le seul auberge durant l'hiver, de toute façon, qui était ouverte. Okay. Alors, tous les travailleurs parce que le dernier traversier, à ce moment-là, était à 3 heures d'après-midi ou à peu près. Donc, les travailleurs de Bell, d'Hydro, tous les travailleurs qui avaient à donner des services sur l'île aux Coudres, à partir de 3 heures d'après-midi, ils devaient coucher à l'île aux Coudres. Et puis, durant la basse saison, durant la saison d'hiver, c'était la seule auberge. Donc, c'était l'auberge familiale. Il y avait ma grand-maman, ma tante, mes mononcles et tout ça. C'était génial. Alors, ça, c'est des souvenirs incroyables. Donc là, si je comprends bien, c'est votre mère qui a été élevée dans cette auberge-là. Tout à fait. Alors, ma mère a grandi avec ma tante dans l'auberge et suite à ça, bien évidemment, elle s'est mariée et ils ont construit une maison comme je dis, à peu près à 500 mètres de l'auberge, voisin de la maison familiale de mon père.
Et suite à ça, bien écoutez, moi, mon enfance, c'était ça. Donc, toutes aussitôt que j'étais d'âge d'avoir du plaisir avec mes cousins et cousines, à l'auberge, on était toujours là. Je m'occupais un petit peu de faire un petit peu l'homme à tout faire. J'aidais, j'entretenais le terrain. Et puis, écoutez, ce coin-là de l'auberge, l'hôtel Saint-Bernard, de l'auberge de la Fascine maintenant, c'était le centre névralgique du village. Parce que mon grand-père Desgagnés était propriétaire du moulin à scie de l'île. Vous savez qu'à ce moment-là, les gens n'achetaient pas leur 2x4 pour construire la maison BMR. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient leur bois, ils bûchaient leur bois et ils faisaient scier leur bois. Il y avait aussi... Donc ça, c'est chez votre grand-père? C'est mes grands-parents Desgagnés, du côté des Desgagnés, l'auberge Saint-Bernard. Alors, il y avait des champs. Est-ce que c'était la scierie qui servait pour le chantier maritime? Il y avait effectivement du bois qui était scié à la scierie de mon grand-père, qui allait servir à la construction des goélettes de bois dans le temps, c'est certain. Et je me souviens des souvenirs incroyables quand j'étais petit bonhomme et j'allais aider mon grand-père dans la scierie. Ne serait-ce que l'odeur du bois dans la scierie, c'était merveilleux. Et écoute, chez mon grand-parent, il y avait des vergers. Il y avait des pommiers, des pommiers bien sûr, des vergers, des cerisiers, des pruniers, des prunes blanches, des prunes rouges. Il y avait des champs de patates incroyables. Alors, c'était vraiment le centre du village. Et le deuxième voisin de la scierie, c'était mon mononcle Desgagnés, un de mes mononcles Desgagnés qui avait le garage de mécanique. Okay. Et le voisin, un autre mononcle qui avait l'épicerie. De toute façon, on devine que tous les locaux étaient votre famille, de toute façon. Absolument. Alors, c'est sûr que la relation qu'on avait avec les voisins et avec la famille était extraordinaire. Durant toutes ces années-là, mon père, lui, travaillait, il était sur le bateau, parce que mon père était propriétaire de goélettes. Okay. Il était capitaine de bateau. Et, vous aviez plusieurs goélettes? Mon père avait une goélette et par la suite, il a été quand même... C'est intéressant de voir comment il a évolué. Mon père, il a vu venir un petit peu le déclin du transport par pitonne, le transport par bateau de la pitonne, du bois, au profit du transport par route, par camion. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'en 1974, c'est-à-dire qu'un petit peu avant, il a eu la première goélette qu'on a vue tout à l'heure, la Jean-Guy. Et la Jean-Guy a été vendue, il a vendu la Jean-Guy en 68 ou 9 et s'est porté acquéreur d'un petit bateau d'acier, une petite coque d'acier. Il a continué à transporter le bois, la pitonne, pendant 6-7 ans, jusqu'en 1974, au moment où il a vu que c'était de plus en plus difficile d'avoir les contrats. La goélette, la Marjolaine, a été vendue, le bateau s'appelait le Mauriceburg. Elle a été vendue à Croisière Marjolaine et c'est devenu la Marjolaine 2, à savoir un bateau qui fait des croisières dans le magnifique Saguenay, en partance de Chicoutimi, en passant par de beaux petits villages, Saint-Tro-du-Nord, L'Anse-Saint-Jean, le Fjord, jusqu'à Tadoussac. Alors, il y a 300 personnes embarquées à bord de la Marjolaine 2. C'est-tu lui qu'on voit, là? Absolument. Mon père avec le beau costume qu'il aborde fièrement, de capitaine avec la casquette. Donc, il est au centre et accompagné des travailleurs sur le bateau. Son équipage, dans le fond, il y a un premier maître, il y a un chef ingénieur, il y a un autre ingénieur et il y a les madames qui s'occupent de s'assurer que les personnes qui participent à la croisière, les services de base sur le bateau. Toutes ces années que j'ai passées avec mon père. Mon père... Est-ce qu'il vous a influencé beaucoup? C'est clair. Là, mon père, là, m'a inculqué... Qu'est-ce qu'il vous a légué, votre père? C'est une notion de discipline, de respect. Mon père était un homme très fier. Mon père, c'était toujours constamment à la recherche de la perfection. OK. Un perfectionniste. Il voulait que les choses soient bien. Il ne faisait jamais les choses la moitié. Toujours se surpasser. Toujours maintenu une relation exceptionnelle dans le respect avec ses employés ou ses subalternes. S'il était aussi exigeant envers lui-même, il devait l'être avec vous aussi. Oui, mais en même temps, de la bonne façon. Oui. De la bonne façon parce que... Une main de fer dans un gant de velours? Oui, à peu près. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, une partie de ma réussite lui revient assurément. Est-ce qu'il l'a vu, votre réussite, ou il est parti avant? Oui, mon père est décédé en 2011. Et on avait toujours de belles discussions. Et ces gens-là, cette époque-là, les gens étaient très renfermés. Il ne me l'a jamais dit clairement. Mais des petits gestes, des
des petites conversations, des petites phrases, des petites choses. Il vous le faisait sentir sans vous le dire. Écoute, quand j'arrivais à la maison puis qu'on avait des belles... On se piquait une belle jasette, c'était clair dans ses yeux qu'il était fier de moi. Tous les étés, moi, de 7 à 16 ans, 6-7 ans à 16 ans, je les ai passés sur le bateau avec mon père. Wow! Alors, j'ai jamais connu d'été sur l'île aux Coudes pendant toutes ces années-là. Autant à l'époque de la Marjolaine que des goélettes, ou vous avez fait Donc, plus à partir la de l'âge Marjolaine? de 16 ans, la première année de la Marjolaine à Chicoutimi, eh bien, à ce moment-là, j'ai passé l'été sur le bateau et ça a été ma dernière été. Suite à ça, mes étés se passaient sur l'île aux Coudes à faire des petits jobs d'étudiants. Donc, vous, là, c'est le transport de la pitoune que vous avez fait. Exact. Ah, OK! Exactement. Alors, j'ai tout vécu ces années incroyables-là. Et d'ailleurs, quand je m'amuse encore de temps en temps à écouter les fameux films de Pierre Perrault, entre autres Les voitures les d'eau. voitures d'eau, bien sûr. Et ces gens-là, ces comédiens naturels extraordinaires que l'on voit sur ce film-là, et dans ces films-là, sont des gens avec qui j'ai grandi, qui ont meublé mon enfance. C'est votre famille. C'est ma famille, c'est les amis de mon père, c'est des mononcles. Et puis, je regarde encore ces films-là, je vois la réplique de ces gens-là, comment c'était incroyable. Ben, c'était ça qui se passait chez nous. Le courant sort pas ce soir. Le courant demande bien qu'à rentrer à terre. Vous n'avez pas pensé continuer dans le domaine maritime? C'est une bonne question. Moi, quand j'étais petit gars, je n'aurais pu penser faire autre chose que d'aller sur un bateau comme capitaine ou ingénieur ou peu importe. C'était ça la vie dans le temps, puis c'était ce que je pensais que j'allais faire. Mais le destin en a voulu autrement. Ça ressemble à qui, ça? As-tu, là? C'est drôle, c'est pas la peine de faire ça. Ça ressemble à nous autres, mon vieux. Il est vieux. Il est fini. On sentait bien que l'industrie allait changer. Alors, je voyais que mon père, qui ne transportait plus le bois, donc il était au niveau il transportait en fait des croisières pour les gens. Ouais. Alors moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'avenir était peut-être moins bon là-dedans. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, évidemment, avec le parcours scolaire, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'île aux Coudres, dans ces années-là, la dernière année était la 11e année. L'école, c'est la première à la 11e année. À partir de la 11e année, tu n'avais plus le choix. Ça équivaut au secondaire 4 Secondaire 4, aujourd'hui. Hein? exact. À l'époque, OK. on disait ça comme ça. Donc, à partir du secondaire 4, les étudiants de l'île aux Coudres devaient absolument quitter. Bien, Pour dans faire- mon temps aussi, à la polyvalente Saint-Aubin, on avait les étudiants de l'île aux Coudes en secondaire 5 Ben, qui ça se fait du joignaient à sens. nous. On était jaloux d'eux parce qu'ils se prenaient des appartements. Oui, exact. Alors, c'est ça. Moi, le choix que j'ai eu, évidemment, déjà, les petites franciscaines de Marie ont eu une importance majeure dans ma vie. D'ailleurs, ils étaient très, très impliqués à l'île aux Coudes dans l'enseignement. Et à l'âge de 16 ans, quand j'ai terminé mon secondaire 4, la polyvalente de Baie-Saint-Paul n'était pas prête encore. Alors, elle a été probablement prête l'année d'après, 75, 76, dans ces années-là. Alors, la décision qu'on avait à prendre, c'est est-ce que j'allais à la Malbaie avec mes amis, on était un groupe de 4-5, et ce que les petites franciscaines nous ont pris en charge, et ils ont assisté ma mère là-dedans, ils ont dit, bien, on va prendre ce petit groupe-là dont je faisais partie, on était 5, et on est allé faire le secondaire 5 au séminaire Saint-Augustin de Cap-Rouge. Alors, pensionnaire chez les missionnaires du Sacré-Cœur. Alors, ils ont tous magnifiquement organisé tout ça. Et à l'âge de 16 ans, j'ai quitté la maison au mois de septembre pour aller là-bas. Et j'ai adoré l'expérience. C'est sûr qu'au début, c'était pas facile. Tu es quand même assez jeune encore. Tu quittes le foyer familial pour la première fois. Mais ça a été extrêmement formateur pour moi. J'ai développé une certaine autonomie et en même temps, voir d'autres choses, connaître d'autres façons. Puis moi, mais c'était loin? Vous ne pouviez pas revenir toutes les fins de semaine? Tu as tout à fait raison. C'était loin parce que puis le système de transport n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et tantôt, rappelez-vous, je vous ai parlé que le dernier bateau, durant l'hiver, était à 3 heures l'après-midi. Alors, pour les mois d'hiver, je partais une fois par mois, je descendais au moins voir mes parents, faire mon petit tour à l'île aux Coudes. Et le vendredi, à 4 heures, l'école terminait. Je me souviens encore le circuit numéro 15 de l'autobus. Je m'en allais à la gare du Palais. De la gare du Palais, à ce moment-là, il y avait un train qui partait de la gare du Palais et qui descendait jusqu'à la Malbaie à 6 heures.
Et à 8h30, on est au mois de janvier ou à peu près février, les gros mois d'hiver. De 6h, je quitte la gare du Palais. À 8h30, il me laisse le train stop à la voie ferrée de Saint-Joseph-de-la-Rive. Et je pars avec mon petit sac et je m'en vais sur le quai, dans la cabane du quai. Mais la cabane du quai, il n'y a pas de bateau. Alors, le dernier bateau était à 3 heures de l'après-midi, rappelez-vous. Ben oui, c'est ça. Moi, vous êtes obligé de dormir dans la voilà. cabane Alors, du quai. souvent, je m'amuse à dire à mes enfants, vous savez, Jean-François, Anne-Marie, j'ai pas toujours dormi. Votre père, il n'a pas toujours dormi dans des hôtels 5 étoiles. Là, je dormais avec mon petit sac sur la tête, sur un petit banc d'à peu près 16 pouces de bois dans la cabane. En plein mois de janvier, il y avait des trous dans la porte et il y avait la petite fournaise à l'huile qui réussissait à faire un peu de chaleur. Alors, puis à 7 heures le lendemain matin, là, le premier traversier arrivait, puis j'étais tellement content, je traversais, puis j'allais voir mon père, j'allais voir ma mère. Ah, la famille. Alors, c'était des beaux moments, là, quand Wow. même. Là. Mais, Donc là, on va faire une petite pause. On va arrêter ça là. On va regarder l'œuvre d'art que vous avez choisie, puis on en reparle en revenant. c'est bon. Alors, M. Dufour, ça, c'est l'œuvre que vous avez choisie. Voulez-vous m'en parler? Qu'est-ce que ça représente pour Oui, vous? c'est assez particulier. Hein? N'en déplaise à nos artistes incroyables, Charles Voisien, les Auric, les Séguin, les Marc Séguin, les Jimmy Perron et les Guy Paquette que vous aviez récemment sur votre émission, qui étaient des artistes incroyables. Ce tableau-là, probablement le tableau que j'ai en ma possession, qui est le moins de valeur, mais qui est le plus significatif pour moi. En fait, il est très bien installé d'ailleurs en vue dans la salle de conférence chez nous, au vu de tout le monde. Et c'est la signification de ce tableau-là. L'effort, il y a ceux qui se contentent de rêver et il y a ceux qui passent à l'action. Alors, ce que ça représente, bien, si on voit bien sûr de façon très claire là, l'homme qui a atteint le haut de la montagne et qui lève le bras en l'air en signe de satisfaction, en signe de... Donc, ça fait longtemps que vous l'avez, cette œuvre-là. Ça fait longtemps que j'ai cette œuvre-là. Et ça va guider, ouais. elle vous sert un peu de leitmotiv Oui, pour tout à continuer fait. quand vous aviez des fois peut-être envie Tout à fait. d'abandonner. Une carrière pour un homme d'affaires, un conseiller financier ou n'importe quel promoteur ou propriétaire d'entreprise, c'est pas un marathon, c'est pas un 100 mètres. Non, Voilà, il faut que c'est plus un marathon, c'est plus justement. un marathon, Ça justement. Il faut que tu t'assures à mettre en place des conditions qui vont t'amener à aller jusqu'au bout de ce marathon-là et à atteindre le succès que tu recherches et que tu vises dans tes objectifs. Alors, ces conditions-là, bien, c'est bien évidemment s'assurer là, que tu vas faire en sorte que tu puisses gagner, mettre en place l'équipe, mettre en place des conditions gagnantes que j'appelle, tu sais, par ton attitude, ta passion, garder en tête tes objectifs, le cœur, aimer les choses que tu fais dans ton travail. Comme nous, moi, les gens, j'ai toujours adoré. Je sais que j'ai fait de la différence dans la vie des gens, des Charlevoisiens, par les services que j'ai rendus. Alors, ça, c'est terriblement bonifiant. Alors, c'est la même chose. Alors, pour atteindre le succès, il faut que tu passes par ces étapes-là, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un objectif clair. Tu sais, puis il y a une autre petite pensée qui dit, si tu veux marcher vite, tu marches seul, mais si tu veux marcher loin, marchons ensemble. Ouais. Alors, entoure-toi de personnes, de belles personnes, de bonnes personnes, et puis tu vas mettre les chances de ton côté. Donc ça serait votre message? Je pense que oui. Votre message de conseiller financier? Tout à fait. Bien, on était rendu là, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a amené vers le monde des finances? Et écoutez, c'est encore une fois, le destin a été bon pour moi. Le petit Jésus, à quelque part, a été bon pour moi. Parce que lorsque j'ai quitté pour aller au séminaire Saint-Augustin à Cap-Rouge, secondaire 5, après le secondaire 5, on se cherche un peu, quand même jeune, 17 ans. Mon père, je discute avec mon père, il dit, ben écoute, t'aimes les moteurs, t'aimes ça, tu devrais peut-être prendre un cours de machiniste ou d'équipement, fabrication d'équipements, de pièces de moteur, de pièces d'avion, des choses comme ça. Alors, je m'inscris à une école qui s'appelle le Pavillon technique à Québec. Ça va très bien. Je fais l'année là et je fais un stage. J'ai une offre d'emploi quand j'aurai terminé mon cours dans une importante grande machine shop qui disait à l'époque de Québec. Et finalement, je termine ce cours-là au mois de juin. On est en 77 et j'ai à ce moment-là 19 ans. Et je ne suis pas certain de mon choix.
Alors, je suis un vendredi après-midi chez mes parents et un conseiller. Mon père était client d'une compagnie d'assurance à l'époque qui s'appelait la Combine. Combine Insurance Company of America, un grand mot. Bref, une compagnie d'assurance qui est encore active aujourd'hui d'ailleurs. Et je vois arriver ce jeune homme-là, un jeune homme bien mis, un jeune homme fier allure, professionnel, et qui commence à discuter pour les couvertures d'assurance de mon père. Alors, je m'approche, je parle un petit peu avec lui. Vous avez été charmé par le vendeur d'assurance de votre père. Voilà. Il avait ce qu'il beau. fallait. Ça m'a quand même impressionné. Et il me dit, ben écoute, après avoir fait connaissance, il dit, M. Dufour, il dit, Julien, on aurait, justement, mon directeur serait peut-être à la recherche d'un candidat, un jeune homme qui pourrait nous assister dans notre domaine. Et puis, finalement, de fil en aiguille, je me ramasse tout l'été, 3 mois au centre de formation de la Combine à Montréal. Suite à ça, je commence ma carrière à la Combine au mois de septembre 77. Et j'ai jamais regretté mon passage à la Combine. C'est une compagnie qui avait un modèle d'affaires assez particulier. C'était un peu... tu partais en équipe, tu te promenais un peu partout dans la province. Tu peux aller à Bécomo, tu peux être au Lac-Saint-Jean, tu peux être dans Port-Neuf, tu peux être partout. Le lundi matin, tu débarquais avec ton équipe et le directeur, 5, 6, 7 personnes. Tu avais un certain nombre de clients et ta tâche consistait à aller rencontrer ces clients-là pour renouveler les couvertures d'assurance et bien sûr faire augmenter le volume d'affaires que tu avais en place. Ça vous a fait voyager, ça? Voilà, beaucoup. C'était très formateur. J'ai développé l'esprit d'équipe parce que cette compagnie-là était renommée comme une compagnie qui formait très bien les conseillers. Beaucoup de jeunes conseillers qui ont connu de belles grandes carrières, qui ont bâti leur bureau, et qui ont obtenu de grands postes dans des grandes compagnies, ont passé par la Combine. Parce que presque à la moitié de notre temps, on était presque en stage. La moitié de notre temps, presque on travaillait. L'autre moitié, on était en formation. Et on nous enseignait tous les rudiments du métier, la psychologie. Bref, c'était vraiment génial. Donc, c'était un bon choix. C'était un bon choix. Alors, jusqu'au moment où je rencontre cette charmante femme à l'Arena, Martine. Racontez-moi ça. À l'Arena ici, à Baie-Saint-Paul? À l'Arena, je jouais au hockey, qui était un de mes sports, évidemment, préférés. Une partie de... Vous habitiez où à ce moment-là? Oui. Vous habitiez où à ce moment-là? À ce moment-là, j'habitais encore chez mes parents. À l'île aux Coudres. À l'île aux Coudres. Et vous veniez jouer au hockey à Baie-Saint-Paul? Oui, bien sûr, avec mon équipe. Puis j'étais bien fier. Je m'occupais de mon équipe. J'étais capitaine de mon équipe et tout ça. C'était extraordinaire. C'était une belle période de ma vie. J'ai gardé des liens. On a tissé des liens incroyables avec tous les gens qui ont... Pendant 20-25 ans, j'ai joué au hockey. J'étais capitaine de mon équipe et je m'occupais de tout ça. Puis des liens qu'on a développés avec mes amis que je rencontre toujours, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à se rencontrer. Et pour revenir à mon épouse, on joue un match de hockey et je vois cette belle jeune femme-là qui est dans... Elle ne devait pas être dans votre équipe. Non, pas du tout. Elle est allée dans le hall d'entrée de l'Arena et je la vois. Et puis finalement, tranquillement, on s'est rencontrés, on s'est connus, on s'est fréquentés. Et jusqu'en 79, le 12 de mai 79, j'avais 21 ans, elle en avait 20 ans. Après 2 ans, 3 ans, après 2 ans de fréquentation, on s'est mariés. Donc une femme de Baie-Saint-Paul. De Saint-Joseph-la-Rive. Ah, de Saint-Joseph-la-Rive. Martine Trudel, de Saint-Joseph-la-Rive, qui était la fille de M. Bruno Trudel, qui a été maire à Saint-Joseph-la-Rive pendant 25 ans. Alors, on m'appelait le gendre du maire. Et alors, c'est ça. J'ai connu et je me suis marié au mois de mai. Donc, un coup de foudre. Une belle grande noce, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, un peu moins, malheureusement. Vous êtes marié à Saint-Joseph-la-Rive? À Saint-Joseph-la-Rive. Écoutez, toute la famille de mon côté, de mon père, de ma mère. Je ne peux pas deviner. Vous deviez être des centaines à la réception. C'était incroyable et quel beau moment. L'église de Saint-Joseph-de-la-Rive devait être trop petite pour des familles comme les vôtres. Effectivement. Ça fait qu'écoute, on s'est organisé et puis c'est ça. J'ai eu 2 enfants charmants, incroyables. Je suis tellement fier d'eux, Jean-François et Anne-Marie, que j'appelle toujours affectueusement Anne-Marie Festive. Alors, oui, elle est connue dans la Festive région. Vous êtes une famille magnifique. Hein? Ah bien merci, c'est gentil. Et Jean-François maintenant qui assure tellement de belle façon la continuité de notre bureau et qui dessert de façon exceptionnelle nos clients. Donc, c'est lui qui a pris la relève. Il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Vous avez donc pris votre retraite? Oui et non, en ce sens que maintenant, j'ai le grand privilège de pouvoir y aller quand même. Je fais une 20aine d'heures par semaine et j'ai beaucoup plus de temps à redonner dans la communauté, mais je l'apprécie. C'est un grand privilège pour moi. Parce que durant ce temps-là, vous faites quoi? Les heures que vous ne travaillez pas, là?
c'est sûr que je m'occupe de moi et je m'occupe de mon épouse et je profite de mon temps, de mes installations. On voyage beaucoup en temps normal. C'est ainsi, on n'est pas ici. Bref. Vous êtes un snowbird? On en profite. Ouais, pas un vrai snowbird parce qu'on est trop proche de nos enfants, de nos petits-enfants. Un mois en novembre, un mois en février et une couple de semaines en avril. Ça fait qu'on fait la navette. Ah oui. 3-4 mois partis, je ne serais pas capable. Donc, puis vous mon êtes ici épouse pour non le temps plus. des fêtes? Voilà. Fait qu'on se promène. Est-ce que vous êtes encore de ceux, justement, qui fêtaient dans le temps des fêtes, les grosses réceptions? Bien sûr. La famille agrandie? La famille agrandie, puis avec les petits-enfants et tout ça. Puis ça, c'est sacré. Mon épouse Martine est une vraie maman, une vraie mamie. Elle s'assure que tout son monde soit heureux, nos amis, les enfants, les petits-enfants. On n'en a pas parlé, mais Martine, pendant que vous construisiez votre carrière gigantesque, ça devait être elle qui avait les responsabilités de la maison pas mal. Hein? Oui, effectivement. J'apprécie beaucoup que vous m'amenez sur ce sujet-là parce que c'est un contrat, en fait. Pour une réussite de carrière, tu sais, il faut vraiment avoir une très bonne communication avec sa conjointe. N'importe quel homme d'affaires, n'importe quel passionné, n'importe quelle personne qui se démarre en affaires et qui veut réussir, c'est pas du 30 heures puis du 40 heures par semaine. Là. Moi, pendant de nombreuses années, je donnais 55-60 heures par semaine pendant des périodes, l'automne, le printemps et tout ça. Et elle a toujours accepté de façon admirable de s'occuper des enfants et de faire en sorte qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, des belles personnes. Vous diriez que vous étiez un père absent? Ou Bien, pas tant, parce que la semaine, c'est sûr que les charges de travail, le jour, de 7h30, 8h le matin jusqu'à 10h le soir, j'étais en rendez-vous. Cependant, le vendredi soir, les fins de semaine étaient sacrés, samedi, dimanche. Alors, j'en profitais pour passer du bon temps avec mes enfants. Donc, c'était moins souvent, mais des moments de qualité. Des moments de qualité, exactement. Aller jusqu'à il y a quelques années, maintenant, depuis que les enfants sont grands, bien évidemment, c'est d'autres choses. Mais c'était important. Donc, son support qu'elle a eu et la communication qu'on avait. D'ailleurs, les premières années, elle s'occupait quand même, une fois que les enfants avaient l'âge d'aller à l'école, ils étaient partis à l'école, elle m'accompagnait dans le travail et tout ça, elle travaillait avec moi. Okay. Donc, pendant les 20, 18, 19 premières années de ma carrière, j'avais un bureau à la résidence dans une pièce séparée avec 2 lignes, et puis moi, je travaillais, j'étais toujours sur la route, et les 2 lignes sonnaient, puis ça brassait, c'était le fun. Martine s'occupait de tout ça, l'administration, la comptabilité, elle prenait les rendez-vous. Donc, c'était votre bras droit. C'était mon bras droit, c'est ça. Jusqu'en 98, 99, là, on s'est rendu compte, avec l'aide des personnes de ressources humaines de la financière Sun Life, on s'est rendu compte que c'était rendu trop. La charge de travail était trop et ça devenait un frein au développement de ma carrière. Oui. Alors, il a fallu sortir la business de la maison. Voilà. Alors, j'ai eu énormément d'aide. Je l'apprécie toujours. Le directeur et le directeur du personnel qui sont venus de Sun Life, ils sont venus passer une semaine. Ils ont dit, Julien, on va s'occuper de toi pendant une semaine. Aider à faire la transition. Voilà, pendant une semaine, on va te trouver un bureau à Baie-Saint-Paul. On va s'occuper d'embaucher du personnel. Alors, bref, je me suis installé un bureau à Baie-Saint-Paul sur le boulevard Monseigneur de Laval. Ils m'ont aidé. On a embauché 2 conseillers de financiers de soutien, plus une personne adjointe administrative en plus de mon épouse. Donc là, ça devenait là, j'avais du temps libre et finalement, j'avais retrouvé une certaine qualité de vie que j'avais perdue parce que je focusais trop sur le travail, trop sur les rendez-vous et trop sur... Monsieur Dufour, est-ce qu'il y a un défi que vous avez réalisé ou quelque chose, là, votre plus grande fierté, là, ça serait quoi? Bien, écoute, c'est sûr que, outre la fierté d'une réussite professionnelle, d'une réussite professionnelle ici à Charlevoix, dans une région incroyable, il y a la réussite familiale. Ouais. Et la relation que j'ai, évidemment, avec mes enfants, c'est exceptionnel. Pour moi, ça a beaucoup d'importance. Et je pense que, outre tout ça, la plus grande fierté que j'ai, c'est d'avoir su transmettre le goût et la passion de Charlevoix à mon fils Jean-François et à Anne-Marie, qui sont tous les 2 ici à Charlevoix. Vous avez raison, vous avez de quoi être fier. C'est vrai que c'est beau. Et puis, aujourd'hui, est-ce que vous avez encore un rêve, là, quelque chose que vous aimeriez vraiment réaliser, qui n'est pas fait encore? Oui. Bien, je te dirais que c'est un rêve immatériel. Ce que je veux dire, c'est que Mais matériellement, vous l'avez déjà, là, la Porsche. Bref, beaucoup de. C'est ça. Je suis capable de vivre mes passions, puis ça, c'est génial. Oui, c'est ça. Je l'apprécie beaucoup.
Mais le plus grand souhait que j'ai, c'est de pouvoir vieillir en santé. Amen. C'est de vieillir en santé, entouré de ma famille, entouré des gens que j'aime, de voir grandir mes petits-enfants, de les supporter et d'être toujours là pour eux lorsqu'ils auront besoin de moi. Wow. C'est un beau rêve. C'est vraiment ça. Ouais. Hey, merci beaucoup. C'était vraiment une belle rencontre. Ah, merci à toi. Merci, M. Dufour. Tu as le don de rendre ça facile.